Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes deux invités sont restés avec moi. Mohamed Amiri, vous êtes enseignant, consultant en communication, et Malik Haché, analyste politique, éditorialiste. Alors, comment l'Égypte doit-elle faire face aux attentats terroristes? Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'écouter un petit extrait du discours prononcé par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi après l'horrible attentat qui a frappé son pays le 24 novembre 2017. On l'écoute. Les forces armées et la police vengeront nos martyrs et ramèneront la sécurité et la stabilité avec force très prochainement. L'Égypte combat le terrorisme au nom de la région et au nom du monde entier. C'est la raison pour laquelle tout ce qui se passe en ce moment est une tentative visant à briser nos efforts contre le terrorisme et une tentative visant à briser notre volonté de mettre fin au projet criminel terrible qui a pour but de détruire ce qui reste de notre région. Alors, rappelons donc le bilan de l'attentat qui a frappé l'Égypte le 24 novembre 2017. 305 morts, dont 27 enfants et plus de 120 blessés. Mohamed Amiri, tout ça intervient dans un contexte où l'État islamique, nous l'avons dit, perd de terrain aussi bien en Syrie qu'en Irak. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui effectivement cette force finalement de l'État islamique local que représente ce groupe terroriste qui a frappé il y a quelques jours? Je pense que c'est le nombre de victimes et le mode opératoire. Le mode opératoire, vous avez dit, c'est un pick-up, 4 hommes armés qui tirent et qui peuvent faire un maximum de victimes. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le jusqu'au boutisme de l'État islamique qui, lui, pour le coup, est à bout de souffle et essaye à travers ce type d'action de marquer encore son territoire, malgré le fait, et on le sait très bien, qu'aujourd'hui, il est sur le point de péricliter et de ne plus exister, tout simplement. Alors, on l'a vu, Malik Haché, dans la rhétorique du président Abdel Fattah al-Sisi, la sécurité du monde se joue aussi quelque part en Égypte, dit-il. Il a des soutiens internationaux pour notamment les Américains. Ça veut dire quoi? Il inscrit sa lutte dans une lutte globale et internationale contre le terrorisme en justifiant finalement des actions à venir qui pourraient être aussi interprétées comme des restrictions de liberté. C'est une analyse qui est bonne, oui. Il cherche une caution internationale et globale à sa politique. La lutte contre le terrorisme a été internationalisée depuis 2001, depuis que la première puissance a été touchée par le barbarisme et par le terrorisme, alors que, bien avant, d'autres pays ont été touchés par le terrorisme. Oui. Ça ne date pas de 2001. On est d'accord. Effectivement. Mais cette internationalisation du terrorisme, le fait que le terrorisme justement s'est étendu et que les grandes puissances ont pris conscience qu'il y avait un problème et que les mouvances terroristes étaient de plus en plus puissantes. Ils ont compris qu'il fallait aider ceux qui étaient de ce combat-là contre le terrorisme. Alors, dire que le président... C'est un appel de pied qu'il est en train de faire alors? Je dirais qu'il a inscrit sa démarche logique et il est en train de dire que finalement il est dans une démarche qui est appuyée, qui est reconnue internationalement et que tout le monde reconnaît ça et que personne ne peut lui dénier sa volonté de vouloir combattre le terrorisme. Il est là dans la consolidation de son pouvoir et de sa lutte contre le terrorisme. Alors, moi, je n'ai pas de grief sur ce point-là. Oui. On peut faire des griefs sur le plan démocratique, sur le plan politique, sur sa gestion de la démocratie en Égypte. Mais sur ce plan-là, aucun grief à faire. Parce que la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte implacable qui demande des moyens militaires. Donc, tant que vous avez en face des personnes dont le projet politique n'est pas la démocratie, vous faites quoi? Vous ne négociez pas. C'est ça. On ne négocie pas avec des gens qui n'ont pas un projet démocratique. Oui. Si cette organisation avait un projet démocratique, on le saurait, mais ce n'est pas le cas. Donc, du coup, il a cette légitimité et il fait un discours tout à fait logique. Mohamed Amiri, les spécialistes sont formels. Le terrorisme, c'est la lutte qui va au-delà de la réponse politique. Il faut une réponse sociale, une réponse économique, disent les spécialistes de cette question.
question. Alors, quand on jette effectivement un regard sur la gestion que fait le président Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte, est-ce qu'on peut effectivement dire que aussi bien, qui tient la route aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan économique? Je rappelle quand même que l'Égypte, c'est 4% de taux de croissance qui est resté soutenu ces dernières années. C'est 75 millions qui ont moins de 40 ans et 30 millions qui ont moins de 18 ans. Voilà un peu le schéma social égyptien. Alors, quand on jette effectivement un regard sur sa gestion économique et sociale, peut-on dire que là encore, c'est bon, il fait des efforts? Je ne l'ai pas entendu parler de gestion économique et sociale dans son discours. C'était une incantation où il parlait de répression, et puis c'est de son ADN de toute façon de se comporter de cette manière-là. Je n'ai pas entendu ça dans son discours, ni maintenant, ni auparavant. Il ne faut pas oublier que El-Sisi a été placé par les puissances occidentales là où il est aujourd'hui, que le poids de l'armée en Égypte a toujours été extrêmement important, et qu'il faudrait s'interroger aujourd'hui, et c'est ce que je disais tout à l'heure à la pause avec mon camarade. Il a été placé, vous savez dans quelles conditions? Oui, je sais dans quelles conditions. Oui. Dans des conditions extrêmement démocratiques. Hein, vous en convenez avec moi? Non, d'accord. Pas forcément. Pas forcément. Le président Morsi... Oui, donc on peut s'interroger aujourd'hui légitimement sur le soutien qu'apporte la France et les puissances occidentales au régime d'Al-Sisi. Le jour où je l'entendrai parler effectivement de politique sociale sur une jeunesse, effectivement, en Égypte... On reprochait à son prédécesseur d'islamiser l'Égypte. Oui, mais enfin, il y a des exemples d'islamisation de l'Égypte. Le programme était très clair, le programme d'Al-Morsi. Il a été élu démocratiquement. Oui, lui, alors, à un moment donné, est-ce qu'on parle de démocratie à géométrie variable? C'est-à-dire que quand il s'agit d'un groupe islamique ou islamiste, ce n'est plus de la démocratie, attention, c'est dangereux. Et quand il s'agit de l'armée, ça l'est beaucoup moins. On sait très bien... C'est une question intéressante que vous soulevez. Oui, c'est intéressant, mais on sait très bien que les Américains soutiennent inconditionnellement l'armée égyptienne. Et ça, depuis très longtemps. Donc, le jour où il y aura de vraies élections démocratiques en Égypte et qu'on respectera le verdict des urnes, là, effectivement, on pourra parler de ces thèmes-là. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu, dans l'incantation que vous venez de diffuser, de réponse sociale, de réponse d'ordre économique. D'ordre économique, notamment pour une jeunesse égyptienne qui peut basculer dans ces idéologies-là. Malik, c'est vrai, il a le levier militaire, mais a-t-il, à vos yeux, apporte-t-il à vos yeux la réponse économique et sociale nécessaire pour lutter contre le terrorisme en Égypte? On sait d'où il vient, c'est un militaire de carrière. Donc un militaire de carrière... Ça ne fait pas de lui un mauvais président forcément. Hein. Non, pas forcément. Bon. Je vous dis, il y a de très bons militaires qui ont présidé des pays, qui ont réussi, en Afrique notamment. Qui ont réussi parfois et qui ont échoué souvent malheureusement, mais ça c'est par des agissements parfois extérieurs qu'ils ont échoué. Donc je fais référence ici à Sankara. Mais comment dire? Oui, donc c'est un militaire, donc sa réponse face à la menace terroriste est logique, je le disais tout à l'heure. Face maintenant à la pression sociale, mais l'Égypte c'est une véritable, je suis alarmiste, mais c'est une bombe à retardement sur le plan social parce que nous avons une jeunesse qui est au chômage, qui est d'ailleurs caractéristique de nombreux pays nord-africains et africains en général. Donc il a cette urgence. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait partie Hosni Moubarak. Hein. Rappelons l'histoire récente. Exactement, je suis tout à fait d'accord sur cette analyse. C'est aussi des questions, et d'abord sociales. On a toujours dit une volonté de démocratie, certes, ça existe, hein, la volonté, ces jeunes ont voulu accéder pleinement à la démocratie, ce qui n'est pas encore le cas. Ils ont voulu s'exprimer librement, mais la question latente qui est centrale dans la société égyptienne comme dans d'autres sociétés africaines, c'est la question économique et sociale. Donc la première réponse qui doit être donnée, c'est aussi, elle doit être cette réponse économique et sociale. Donc on doit aider ces jeunes à trouver un travail, à s'épanouir, et de ce côté-là, je dirais qu'Al-Sisi essaye. Pourquoi ? Il essaye parce qu'on le voit quand même organiser de grandes conférences avec des pays... Attirer des investissements. Attirer des investisseurs internationaux, notamment ceux du Golfe. Et Absolument. Son allié, le premier, c'est l'Arabie Saoudite. Donc on voit qu'il a une stratégie. Il en a une, qu'elle soit mauvaise ou pas. On peut critiquer, mais il essaye. Il faut du temps pour en mesurer les fruits. Je pense qu'il hérite d'une patate chaude. Vous savez, la situation de l'Égypte, elle date pas d'hier. Donc, à la limite, si le taux de chômage aurait augmenté de 40% en 3 ans, j'aurais compris qu'on pourrait dire au président Al-Sisi que c'est catastrophique, c'est de sa faute. Non, on ne peut pas dire ça. Il a promis dans les années qui viennent, mon pays aura un taux de croissance de 7,5%. C'est sa promesse. Dans combien de temps? Excusez-moi. Non, mais dans les années qui viennent, à partir de 2018.
2018, je ne suis pas sûr. Passer de 4% à 7,5%. Là, il est à 4. C'est bon d'avoir des ambitions. Bien sûr, oui. Mais l'Égypte peut tout à fait avoir même un chiffre de croissance un taux de croissance à 2 chiffres. Un taux de croissance à 2 chiffres. Elle en a le potentiel. Elle en a le potentiel. Maintenant, ce sont les stratégies. Est-ce qu'il arrivera justement à y arriver? Ça, il faudra voir dans le futur. Mais il y a un plan quand même d'investissement important qui a été mis en œuvre. Mais les plans d'investissement, ça met du temps pour arriver. Donc la situation actuelle de l'Égypte sur le plan économique et social, c'est une situation partagée d'une gestion calamiteuse pendant de nombreuses années de ce pays. Même si Moubarak avait enregistré des taux de croissance intéressants, là on parle de la redistribution de la richesse, il y a un véritable problème et ce n'est pas le cas qu'en Égypte. Oui, mais quand on entend ses ambitions concernant l'éradication du terrorisme, je pense qu'il a des ambitions qui sont démesurées. Et lorsque vous annonciez le taux de croissance qu'il vise dans les années à venir, on peut considérer que ça l'est tout autant. D'accord. Pensez-vous. Alors, une question, cette fois-ci globale, mais qui intéresse à la fois l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et même l'Algérie dans une certaine mesure, c'est la question du retour des combattants qui ont combattu aux côtés de l'État islamique. La question se pose également dans certains pays européens. Et comment l'Égypte doit-elle faire face à ce phénomène, mais comme je l'ai dit, qui concerne aussi les autres pays, doit-on les laisser rentrer? Certains pays font l'option de les éliminer déjà en Syrie avant même qu'ils ne puissent franchir les frontières. Ouais. Comment doit-on faire face à ce phénomène? Les éliminer. Enfin, excusez-moi d'être un petit peu radical, hein, mais... Pardon? Je disais, excusez-moi d'être un peu radical, mais c'est ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90. Les retours qui ont été enregistrés d'Afghanistan. Exactement, d'Afghanistan, ont fait sombrer l'Algérie dans une décennie noire. Oui. Et on sait très bien les dégâts que ça a causés. Donc, si vous... C'est très curieux que vous ayez une réponse aussi tranchée à un phénomène complexe. Ben, écoutez, la réponse, elle est très simple pour un problème complexe. Voilà. Vous ne pensez pas qu'une femme peut avoir rejoint son conjoint en Syrie par manipulation, ou qu'un ami peut rejoindre un autre ami par manipulation, et qu'on peut avoir le droit de se repentir après et de dire « excusez-moi, recevez-moi à nouveau dans mon pays ». Mais on y fait quoi en Syrie? On se baigne, je ne sais pas, on fait quoi exactement? On combat ou on va en Syrie pour passer des vacances? Racontez-moi. Ben, vous savez ce qu'on y fait? On y fait, mais si on y combat, on est prêt à mourir au combat, n'est-ce pas? On adhère à une idéologie. Ça ne vous gêne pas, ça ne vous gêne pas, monsieur Mohamed Amiri, qu'un État décide d'éliminer ses propres citoyens? Mais parce que ces citoyens décident aussi de se retourner contre cet État. À un moment donné, il faut être sérieux. Lorsqu'on a subi des actes terroristes comme on a subi en France ou ailleurs, et en Algérie, hein, puisque ça a été le cas pendant 10 ans, je pense qu'on peut légitimement avoir aussi la guerre, c'est la guerre. Et on fait quoi des enfants? Enfin, c'est une autre question, ça. Non, mais si vous n'avez pas dit qu'il faut éliminer le père, la mère et laisser les questions faire. D'accord. Alors, je parle de combattants, moi. Après, effectivement, ils font des enfants, les combattants. Oui, quand il s'agit d'une mère et d'enfants, je pense qu'il doit y avoir là une approche peut-être un peu plus nuancée, mais qui doivent être jugées sur le territoire où ils ont été appréhendés. C'est pas plus compliqué. C'est une situation complexe. C'est une bonne question. C'est une situation complexe. Comment faire? Je ne pense pas, pour ma part, que ces personnes qui sont parties, qui ont quitté le territoire, vont revenir par la même porte. Ils sont sortis, mais ils ne vont pas forcément revenir par la même porte, par l'aéroport ou par un port. Alors je rappelle, quand on prend le cas singulier de la Tunisie, ils sont plus de 3000 jeunes à être partis. C'est le taux le plus important. C'est le stock, c'est la Tunisie qui fournit le gros lot du stock. En pourcentage. En pourcentage, bien entendu. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Moi, je suis pour... Ils veulent rentrer dans leur pays et demander éventuellement pardon pour être partis combattre aux côtés de Daesh. Ils vont pas, pardonnez-moi, ils vont pas regagner, à mon sens, regagner le pays et demander pardon. Ils vont essayer de regagner le pays de manière non officielle. Donc, ils vont passer par des réseaux pour permettre de regagner leur pays. D'accord. Maintenant, une fois qu'on les prend, si on les arrête, moi, je pense qu'on est dans un processus démocratique. Il y a un jugement. Il ne faut pas oublier que
autant on peut dire que les pays nord-africains et africains sont parfois des États forts, mais autant on peut dire qu'il y a quand même des systèmes judiciaires qui existent et qui peuvent être appliqués. Donc bien évidemment, la peine de mort existe dans beaucoup de pays, mais il y a un système qui existe, il y a des procédures, donc ça sera le cas dans les pays aussi africains, et notamment là, on parle de l'Égypte. Donc s'ils reviennent, ils seront jugés. Ils seront jugés. On n'est pas dans un état d'exception où on met la personne sur un peloton et la voie on exécute. La voie judiciaire est possible. Après, la finalité, on ne sait pas. Selon vous, vous avez un point de vue assez rigide sur la question. Non, moi, je considère qu'à un moment, je pense c'est un point de vue qui se comprend. Cette gangrène-là, il faut être sans pitié. C'est ça, mon point de vue, surtout. C'est que l'Algérie a vécu pendant 10 ans la terreur, véritablement. Des femmes, des enfants, des vieillards ont été assassinés. Et je crois qu'il faut être sans pitié à partir du moment où on adhère à cette idéologie-là. Alors oui, je suis prêt, effectivement, à passer par la voie juridique, judiciaire. Pour le coup, mais il y a certains analystes qui pensent que s'ils sont partis, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, c'est parce que le pays ne leur a pas apporté les perspectives nécessaires, la réponse. Oui, donc il y a plus de perspectives en Syrie de prendre une Kalachnikov et de tirer qu'il peut y en avoir en Algérie, en Tunisie ou au Maroc. Enfin, je veux dire, c'est une drôle de manière de donner une autre dimension à son existence. Je veux dire, il y a l'Europe aux portes de l'Afrique. À un moment, si on veut véritablement s'offrir les moyens de ses ambitions, c'est plus vers ces pays-là qu'on se dirige que vers la Syrie, et peut-être risquer d'y mourir quotidiennement. Cette façon de justement de trouver des excuses justement à ces personnes qui sont parties sont parfois assez difficiles à comprendre, parce qu'effectivement, si quelqu'un veut s'en sortir, il va justement trouver une autre voie. Malheureusement, c'est souvent l'immigration clandestine vers l'Europe. Ce n'est pas vers la Syrie, parce que on sait très bien le processus de recrutement. Il est clair, c'est participer à une idéologie et à l'établissement d'un État faussement islamique. Les personnes le savent dès le départ. Ce ne sont pas des personnes qui quittent le territoire et qui se disent je vais en Syrie, je ne sais pas ce qu'on va me proposer comme projet. Ils le savent. Le projet politique, il est là, il existe. Mais il faut noter une chose, c'est que nos États ont une responsabilité dans ces départs. Justement, et à propos de responsabilité, encore une fois, beaucoup d'analystes et d'observateurs, effectivement, disent aujourd'hui que les printemps arabes n'ont pas apporté, n'ont pas obtenu les réponses qu'il faut, et que nous avons encore là des espèces de bombes à retardement social. Où situez-vous aujourd'hui l'échec? On a eu une forme d'espoir avec les printemps arabes en 2011, et puis on se rend compte aussi bien en Égypte, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, effectivement les réponses politiques, les réponses sociales, les réponses économiques ne sont pas à la hauteur des attentes des jeunes qui ont fait ces révolutions. Non, elles ne le sont pas, parce que ça a été un souffle d'espoir. On appelait ça printemps arabe, mais on est resté dans l'hiver arabe, et on y est depuis très très longtemps. Quand vous voyez aujourd'hui qu'au Maghreb, les jeunes veulent absolument quitter ces pays-là, il y a une jeunesse qui est très importante, qui représente une proportion élevée de la population et qui veut quitter le pays. Mais ça, c'est très inquiétant, ça. À un moment, il faut s'interroger aussi sur les politiques publiques qui sont menées dans ces pays-là. Comment terminer cette émission sur le terrorisme sans revenir effectivement sur l'effervescence continentale qu'il y a aujourd'hui autour de la question des esclaves en Libye? Est-ce que, et ce sera ma dernière question dans cette émission, vous pensez que la grande mobilisation continentale qu'il y a eu aujourd'hui, enfin qu'il y a eu ces derniers jours, y compris les moyens que mettent sur la table les États africains, sont à la hauteur de la gravité de la situation que vivent certains Africains, certains migrants africains en Libye? Conscience internationale, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de conscience, mais il y a une inconscience qui existe depuis longtemps. C'est aussi la traite des êtres humains. Par exemple, on parlait de l'Égypte. Il y a des Érythréens qui passent par l'Égypte et il y a des trafics d'organes qui s'opèrent depuis des années. Et on en a pas en Égypte, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, notamment dans la région du Sinaï, qui est touchée, parce que c'est une zone de non-droit pour beaucoup de lieux. Donc, on n'en a pas entendu parler. Alors, malheureusement, vous savez, on est à l'ère des réseaux sociaux et à l'ère médiatique. Il faut des images pour que les personnes prennent conscience de ce problème. Et le premier concerné par cette situation en Libye, je suis désolé de le dire, c'est l'OTAN,
en premier lieu, qui doit répondre et qui doit aider justement ces Africains-là à s'en sortir. Malik Acher, analyste politique éditorialiste, merci d'avoir participé. J'aimerais juste dire un mot. Oui, s'il vous plaît, très rapidement sur l'exploitation. Je veux dire, c'est juste un effet d'annonce. Il y a un focus sur ça, comme il y a un focus sur les Rohingyas, comme il y a eu un focus sur Alep. Il n'y a jamais eu un focus sur le Yémen. Au Yémen, on bombarde et on tue des femmes, des enfants et des vieillards. Personne ne fait un focus dessus. Et ça durera. L'exploitation des êtres humains en Libye continuera tant que les Arabes s'exploiteront entre eux et que les Noirs s'exploiteront entre eux. Je pense aujourd'hui, même s'il y a un focus là-dessus, que ça se poursuivra. Retournez-y dans un an et vous verrez qu'on vend toujours des hommes en cage. Mohamed Amiri, vous êtes enseignant, consultant en communication. Merci à vous également d'avoir participé à cette émission. Enfin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.